Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros prennent enfin la parole. Et ici, du coup, on va parler vrai, on va parler métier et on va parler terrain. Aujourd'hui, nouvel épisode et j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Seguro. Comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi d'être venu. J'espère qu'on va passer, on va passer une petite heure ensemble. On va pouvoir parler finance pour ceux qui aiment bien ça, en l'occurrence. Et comme d'habitude, avant de commencer, j'ai demandé à notre intelligence artificielle préférée que tout le monde connaît de faire une petite présentation sur toi. Parce qu'au final, on se rend compte que des fois, il connaît un peu trop de choses sur nous, donc faut faire attention à ce qu'on poste. Sachant que je sais que tu es beaucoup actif sur LinkedIn aussi, donc des fois, faut faire attention. Donc, je vais commencer par cette présentation. Et d'ailleurs, je te laisse te présenter par la suite, savoir s'il y a des choses que tu veux corriger ou améliorer. Ça marche. Alors, Mélanie, plus connue sous le nom de la DAF du BTP. Son credo, mettre les chiffres au service des actes. Avec son expertise en gestion et finance, elle accompagne les dirigeants et les entreprises du bâtiment à structurer, sécuriser et optimiser leur développement. Aujourd'hui, elle incarne cette nouvelle génération de directeurs administratifs et financiers pragmatiques, proches du terrain et surtout orientés résultats concrets. À travers Insider Gestion, elle a fait des chiffres non pas une contrainte, mais un véritable outil de pilotage stratégique pour les entreprises du BTP. Mélanie, c'est la preuve vivante que derrière chaque projet réussi, il y a une gestion solide et une vision claire. Ça Avec, me va. Il est franchement, un peu flatteur, mais ça me va. franchement, je la prends aussi la description là. Attends, Il il a été oublie juste gentil, de hein. dire que je suis drôle et intelligente, mais non, non, c'est pas mal. Il fallait lui dire. Non, parce que, non, mais la Ah, il prochaine flatte. fois, t'as raison, pour le prochain épisode, je lui demanderai d'être un petit peu plus trash, de dire la vérité, quoi. Parce que là, c'est bien beau, tout est parfait, mais non, non, on remettra les choses au clair. Eh ben, écoute, maintenant, c'est à toi de dire si t'es belle ou intelligente, comme t'as dit, si t'es drôle, Non, intelligente, j'ai et drôle et intelligente, drôle, drôle. mais Pardon, merci. drôle. Non, non, non. Pardon, ma faute. Bon, voilà, on coupera ça. Non, vas-y, je te laisse te présenter. Non, non, mais il me présente plutôt bien, DAF du BTP. Je travaille essentiellement avec, des entreprises de la construction et je les accompagne sur la partie, financière, donc structuration de la fonction finance, gagner en visibilité, automatiser ce qu'on peut, on en parlera plus en détail après. Ok. Et bah, du coup, on va revenir un petit peu à la Mélanie un peu plus jeune. Comment tout a commencé pour toi, ta formation, tes études? Comment t'en es arrivé là aujourd'hui sur ce podcast avec moi un samedi matin? Et ben moi, j'ai un parcours très financier. J'ai fait un diplôme de comptabilité et de gestion, donc c'est la même licence que les experts comptables. Sauf qu'après, j'ai bifurqué vers un master en ingénierie financière. Je passais un peu de temps en cabinet, un petit peu de temps en banque. J'ai très vite compris que c'était pas pour moi. Je manquais un peu de concret, on va dire. Et du coup, bah, quoi de plus concret qu'un chantier? Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça dans le BTP. J'ai commencé sur le chantier de la gare de Nantes. Donc, on m'a donné un ordi, un téléphone, et on m'a dit, bah, allez, montre-nous ce que tu sais faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Donc j'étais contrôleur de gestion. Donc au début, j'avais qu'un seul chantier. Après quand j'ai commencé à faire un peu mes preuves, on m'en a donné plusieurs. Donc on m'a envoyé à Paris, j'ai fait, la ligne 4 du métro de Paris, j'ai fait le chantier de la gare de Saint-Denis et après j'avais des chantiers entre Paris et l'Ouest. Donc j'ai fait aussi la gare de Montaigu. Enfin voilà, c'était des gros chantiers avec une petite partie bâtiment sur la gare de Nantes, mais beaucoup de génie civil. Ok. Et après, j'ai eu envie de level up, donc je suis partie de chez De Mathieu Bar, avec qui je travaillais à l'époque, et je suis partie chez Eiffage. Et là, je suis devenue RAF, donc responsable administratif et financier. Et là, j'avais une comptable client, une comptable fournisseur, je m'occupais du contrôle de gestion et du système d'information. Et voilà, ça a dû durer 2 ou 3 ans. Et après, je me suis mis à mon compte. Et me voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a fait du coup le changement entre donc du salariat où tu travailles pour une grosse entreprise à je passe à mon compte et je me lance toute seule? Bah, si je me suis lancée dans le BTP, c'est parce que j'aimais beaucoup le côté concret et pragmatique, on va dire. Et les valeurs que je pouvais retrouver sur le terrain. Donc, convivialité, travail, l'homme, quand même bien placé au centre, des choses. Et en fait, chez Eiffage, j'étais intégrée à un codir, puis un deuxième. Et en fait, plus on monte dans la hiérarchie et plus on s'éloigne du terrain. Et en fait, plus je me suis éloignée de ce qui me faisait vraiment vibrer dans le BTP. Et donc je me suis dit: «Bon, j'ai pas envie de finir aigrie à 40 ans», donc je suis partie Oui. et je me suis mis à mon compte et du coup, j'accompagne des plus petites structures, donc je suis vraiment plus dans le côté pratico-pratique et ça me va bien comme ça. Donc ouais, c'est ce qui a fait le changement, quoi. Revenir un peu à un truc un peu plus naturel, un peu plus humain. Ouais, complètement. Ok. Et du coup, avec du recul, quel est le moment qui t'a le plus marqué, tu penses, dans ton parcours, que ça soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat? Du coup, on va commencer par la partie salariat, on va dire, quand tu travaillais encore pour les grosses boîtes.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon premier chantier, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font mon métier dans la construction qui ont pas la chance de faire des chantiers, aussi beaux et aussi bien cadrés. En fait, on avait une super équipe et donc très, très vite, on m'a mis la tête dans, faut travailler dur, et puis ouais, je pense que ouais, c'était un beau chantier. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, les équipes et l'envergure du chantier. C'est quoi ton premier moment quand parce que du coup, tu t'es déplacé sur le chantier, c'est ça? Tu es arrivé, tu as fait tout, enfin, qu'est-ce que tu as fait concrètement, on va dire, pour une personne Ah, qui connaît pas, on va dire, ce que tu fais ou ton métier? c'est vrai que j'explique pas. En fait, c'était un gros chantier à plusieurs dizaines de millions d'euros, donc on avait besoin de quelqu'un sur site. Voilà. Donc on avait, faut des petites punchlines, c'est important. Et du coup, bah, il faut quelqu'un sur site tout le temps parce qu'il faut quelqu'un pour, bah, gérer le budget, donc contrôle budgétaire tous les mois avec les conducteurs de travaux, avancement budgétaire et cetera. Quelqu'un qui gère la facturation. Il y avait énormément de sous-traitants. On avait beaucoup de corps d'État, donc il faut gérer toute la partie sous-traitance, en administratif et en financier et voilà. Et puis il faut aussi gérer, ce qui est un peu moins réjouissant, mais la triptyque, bon de commande, facture, bon de livraison. Non, dans l'autre sens, bon de commande, bon de livraison, facture. Donc, faut vérifier que ce qu'on paye aux fournisseurs, bah, c'est les bons montants, c'est légitime, et cetera, et comparer tout ça avec le budget. Donc, ça demande beaucoup de travail. Et donc, j'étais 100% sur site au début. Donc, j'avais mes bottes de chantier, mon casque. Casque et tout? Ouais, et j'essayais d'aller vérifier que les conducteurs de travaux me racontaient pas que des conneries. Mais bon, au début, c'est pas facile, hein. On Bah, s découvre, surtout si on n'est puis on pas se trop fait du avoir. milieu, quoi. Tu découvres, tu arrives sur un gros chantier comme ça. La pression aussi, j'imagine, un peu de pression de prendre en charge un si gros chantier, hein, je pense qu'il faut le dire. OK, super intéressante et du coup, actuellement, à ton compte, qu'est-ce que tu fais? Comment tu aides, du coup, les plus petites structures, comment tu les accompagnes? Alors, souvent, les dirigeants que j'accompagne, ils ont des problématiques assez similaires. Donc, soit ils vont me dire: «Je pilote à vue». J'ai beaucoup de données, mais elles sont pas structurées, je sais pas où regarder, donc vraiment j'ai le sentiment de piloter, à l'aveugle. Donc là, on vient redonner du sens dans les données et quelques outils pédagogiques pour savoir quoi regarder. Après, il y a des boîtes qui ont grossi assez vite, donc il y a une forte croissance et donc elles ont besoin de structurer la partie gestion, la partie financière, parce qu'on fait pas 5 millions avec les mêmes armes qu'on fait 1 million. Et donc l'erreur, c'est de croire qu'on peut rester, comme on était au début et grandir comme ça. Et souvent, on se prend les pieds dans le tapis, aussi bien sur la structuration de la fonction, mais aussi sur, la gestion du BFR. Donc le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est l'argent qui nous permet de faire tourner l'activité et donc forcément, plus on grandit vite, plus le BFR augmente vite et plus il faut du cash pour assumer les chantiers qui arrivent et généralement, sur les entreprises en forte croissance, on retrouve ce problème-là. Et voilà, après le but, c'est toujours le même, c'est reprendre en main la trésorerie et optimiser la rentabilité. Et du coup, tu te mets en externe, en interne? Comment tu accompagnes? Enfin, tu restes vraiment sur la partie externe de l'entreprise ou tu t'intègres vraiment en te déplaçant, en rentrant dans les comptes? Bah, il y a un peu des 2. Il y a des entreprises que je vais suivre un peu de loin parce que le gérant, il va être déjà câblé gestion, mais il va avoir besoin de compléter le petit kilomètre qui lui manque, on va dire. OK. Ou alors il a vraiment pas le temps et voilà, il veut un soutien. Et donc là, on va se voir une fois par mois, soit en présentiel et soit en visio. Et après, il y a des entreprises où je mets vraiment beaucoup plus les mains dans le cambouis et je fais quasiment partie de la famille, quoi. Je sais pas. Ouais, donc tu as un petit peu des parts dans chaque entreprise, quoi. Et qu'est-ce que tu Pas préfères? encore. Bientôt. Ça, tu voilà, on en reverra le podcast. Qu'est-ce que tu préfères, toi, du coup? J'aime tout parce que c'est intéressant d'avoir de la diversité. Mais si je devais garder qu'un truc, c'est quand je mets vraiment les mains, quand je m'intègre vraiment. Ouais, de vraiment accompagner de A à Z. Ouais, d'être dans le cœur du réacteur, c'est quand même Tu vois plus l'évolution, quoi, derrière. ouais Et et ça, c'est hyper gratifiant, carrément. complètement, parce que du coup, tu es toujours, en échange avec la personne, tu vois l'évolution, elle a plus des trésors, elle peut plus investir, elle gagne Ouais. plus, elle gère mieux tout ça, donc c'est vrai que c'est plus gratifiant que juste je pense en tout cas. Même pareil pour moi, hein, de ce côté, quand tu as plus juste une petite ligne, bon, c'est bien parce que tu dois le faire, mais ce qui est bien, c'est quand tu fais tout, tu mets tout en place pour vraiment l'accompagner, quoi. Hem, Très bien. Quels sont selon toi, du coup, les plus gros défis de gestion dans ce secteur Actuellement, si je regarde les dossiers que j'ai en cours, je pense que les délais de règlement, c'est une catastrophe. actuellement? Franchement, ils font que de s'allonger, c'est une cata et que c'est aussi vrai dans le privé que dans le public. Donc je pense que c'est le défi majeur et le deuxième défi, je pense que c'est d'arriver à sortir une rentabilité par affaire. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui le font pas
et ouais, du coup, je pense que c'est ça. Mmh. Et du coup, là, actuellement, si t'écoutes, comment tu leur dis, quel conseil tu leur donnerais pour justement qu'ils puissent calculer leur rentabilité par affaire? Mais il y a pas le choix, il faut mettre un outil en place. Il y a pas le choix. Et là, Après ça, on peut appeler Mélanie, mais aussi on peut le faire en autonomie, effectivement. Mais ça faut pas voir ça comme un espèce de gros monstre, compliqué parce qu'en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, on va pas mettre le même système en place. Si c'est une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je vais pas lui dire de mettre du Qualitix ou des grosses machines de guerre. Une entreprise qui va faire 1, 2, 3 millions de chiffre d'affaires, elle peut mettre un outil très simple type, suivichantier.com où, on va avoir, juste l'essentiel et ça va permettre d'avoir une bonne visibilité sur les chantiers. Après, quand on commence à monter en puissance, oui, il faut aller vers du Calyptix, Granit, et cetera, des gros outils qui permettent de mieux cadrer le truc, mais souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est sur plus de la rigueur qu'autre chose. souvent, bah, la finance, c'est rigueur et discipline, on va dire, hein, sur le principe, on va dire. Mmh. Faut être structuré. Moi, c'est vrai que j'ai pu échanger avec des différents dirigeants et je leur demandais, bah, c'est quoi un petit peu les marges par chantier? Ils me disaient: «Bon, je sais pas, là, j'ai dépensé 8 000 pour les C'est sous-traitants». du Hein? c'est du pif. Ah ouais, non, c'est ça. Il dit: «J'ai dépensé 8 000, j'ai gagné 10, j'ai gagné», enfin voilà, et je lui dis: «Bah, c'est dommage parce qu'au final, ça se trouve, même si tu penses être toujours rentable, au final, si tu rentres un peu plus dans les détails, bah, des fois, tu te rends compte que c'est pas aussi rentable que tu le pensais et il fallait mieux prendre un autre chantier ou pas le prendre du tout, quoi, ou mieux calculer ses coûts, faire un devis plus cher». OK. Moi, j'aime bien poser cette question. Moi, j'aimerais bien un peu connaître une anecdote un peu terrain où tu as sauvé un projet, quelque chose un peu, tu t'es dit: «Ouh là, là, tu rentres dans une entreprise, tu t'es dit: "Quel merdier", quoi». Faut le dire, quoi, où je me dis: Mmh. «Mais là, je sais même pas par où commencer, quoi». Et ben, je pense que l'affaire qui m'a le plus marquée, c'est un dirigeant qui était, au bord du redressement judiciaire, OK. mais qui voulait pas y aller. Donc il a fallu mettre un peu les choses à plat et se dire: «OK, est-ce que c'est évitable ou est-ce que ça ne l'est pas?» Parce qu'en fait, en fonction de si on veut éviter le redressement ou si on veut y aller, il y a ces 2 stratégies complètement différentes. Et donc c'est important de savoir où on va, et de faire le choix, on va dire, d'aller vers le redressement ou pas. Et donc on a tout reposé à plat, il y avait énormément de dettes fournisseurs qui étaient pas réglées, enfin, il y avait un découvert et cetera. Et donc il a fallu vraiment tout recadrer depuis le début. Alors évidemment, il y a pas de magie, ça se fait pas en 2 semaines, Dites-moi, ouais. mais on a remis des choses hyper essentielles en place, en fait, qui devraient exister dans toutes les entreprises. Donc déjà, c'est un suivi des créances, de s'assurer que, bah, on n'a pas d'argent dehors, que tout le monde nous paye. Si les gens nous payent pas, eh ben, on met une procédure de recouvrement en place Bien et sûr. si besoin, on se fait accompagner par des cabinets de recouvrement type, Finao et voilà, donc déjà, ça a été le premier truc. Ensuite, on a mis en place une prévision de trésorerie pour se dire, bah, redressement ou pas redressement alors? Et alors? Et voilà, on a recadré et on a évité le pire. Et du coup, c'est hyper gratifiant pour moi de voir, le gérant qui, une fois qu'il a la boîte à outils, en fait, il gère, il sait faire. Et c'est des gens qui sont extrêmement intelligents et en fait, ils ont parfois juste besoin de, bah, déjà de quelqu'un à leur côté, qui va leur montrer, «Oui, c'est possible, regarde, c'est ça qu'il faut faire» et cetera et après ça va dérouler tout seul et du coup, ça m'a marquée parce qu'en fait, je suis passée d'un gérant qui était, bah, au fond du trou, hein, qui était c'est des situations qui sont hyper difficiles Bien parce sûr. qu'on sait pas si on va pouvoir payer les gars. On a les fournisseurs qui nous appellent tous les matins, qui nous menacent de nous envoyer aux assurances. Enfin, on se rend pas compte quand on est en dehors de ça, mais ils gèrent un stress quotidien qui est énorme et qui est récurrent en plus et du coup de le voir passer de au fond du trou à: «Oh putain, ça y est, je commence à voir la lumière au fond du tunnel», bah, ça fait plaisir, quoi. C'est T'imagines. génial. Comment il va maintenant, du coup? Il va mieux? Tout va Il va bien pour beaucoup lui? mieux. Tout va bien, on est jamais complètement sortis d'affaire, mais ouais, ouais, ça va mieux, il commence à avoir de la visibilité Parce que là, du coup, c'est toujours en procédure? non, non, il est pas en procédure, mais Ah oui, OK, c'est un client que je continue à suivre, quoi. OK. Il est entre les 2, quoi. Ça sort un petit peu mieux, mais il y a toujours, cette possibilité de redressement ou plus du tout? Non, je pense qu'elle est nettement écartée, mais on reste vigilant dans tous les cas. Ouais, Il faut toujours maintenir les efforts qu'on a mis en situation de crise, parce que ça, c'est un défaut que je vois aussi. C'est situation de crise, on passe en mode machine de guerre et cetera et dès qu'on repasse dans le positif, pouf, on laisse tout retomber et non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, c'est bien sûr. maintenir les efforts même quand ça va mieux, quoi et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, on maintient les efforts. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu as dit que des fois, tu as 2 choix, soit tu passes en redressement judiciaire. En général, bah, être placé, enfin, passer en redressement judiciaire, c'est jamais bon signe, mais tu avais l'air de dire que ça pouvait être une bonne chose pour certaines entreprises. Comment tu pourrais me l'expliquer ça un petit peu? Alors, quand on passe en redressement judiciaire, c'est qu'on n'arrive plus à payer, bah, les fournisseurs et cetera et donc peut-être placer en redressement judiciaire, ça nous permet d'avoir une petite bulle d'air.
on va dire. Donc on est mis à l'épreuve pendant environ, 18 mois au maximum, je crois. Je suis pas une spécialiste en redressement, je connais les grandes lignes parce que ça me permet de le gérer. Bien sûr. Mais, mais du coup, on est suivi après par quelqu'un qui va nous surveiller, on va dire. Mais ça permet d'éteindre, de mettre en pause les dettes, quoi. Et donc ça redonne une OK. bulle d'air. Mais c'est pour ça que ça se prépare, un redressement judiciaire. C'est mieux de pas le subir Ouais, parce que ça permet de mieux anticiper les choses. et pouvoir repartir de plus belle après que tout ça se soit remis dessus. Exactement. OK. C'est quoi un petit peu le quotidien? Ton quotidien, là, c'est quoi? Là, on a parlé un petit peu de la partie technique. C'est quoi un peu ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais pas te demander à quelle heure tu te lèves, mais voilà, sur le coup, c'est quoi c'est quoi ton quotidien, quoi? Alors je me lève à 5 heures, je me plonge dans un bain glacé, après je vais courir un semi-marathon et Je voulais entendre ça se voit, tu vois? Il y a encore un peu de transpi là sur le côté là. ah merde. Franchement le quotidien, c'est pas de quotidien, c'est le quotidien, c'est vraiment pas de quotidien, mais si je devais vraiment un peu parler des choses récurrentes, bah, c'est des rendez-vous clients. Donc quand c'est sur Rennes ou Nantes, je me déplace. Quand c'est en dehors de ce secteur, c'est beaucoup de visio. Donc rendez-vous clients, préparation de rendez-vous clients, donc il y a de la production. Aujourd'hui, j'essaie de recruter pour, me faire accompagner sur la partie production, mais je fais beaucoup de Power BI parce que je fais de l'automatisation OK, des tableaux de bord on va en parler pour après. éviter pour éviter les tâches chronophages et cetera. Donc de la prod, des rendez-vous clients. Après, j'ai beaucoup de rendez-vous avec des partenaires aussi, soit parce qu'eux, ils peuvent m'envoyer sur des dossiers ou soit parce qu'eux, ils sont intéressants pour mes dossiers. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, en fait, j'ai un deuxième business à côté, donc je passe aussi beaucoup de temps dessus. J'en parle pas encore, mais je ferai un post bientôt sur LinkedIn. Ah, voilà, on arrive à allez, bah, je mets le lien en commentaire s'ils veulent aller dessus sur LinkedIn pour justement voir qu'est-ce que tu fais du coup, toujours dans le bâtiment? Très en lien avec le bâtiment, Très en ouais. lien avec le bâtiment? Ça arrive. Quand il y a une petite Eh date de ouais, sortie, un petit teasing après, là, il y a quelque chose à prévoir ou dans quelques semaines, ça sera fait, je pense, début octobre. début octobre? Ah bah, Ouais, début octobre, demain. c'est oui, c'est c'est dans 4 jours là, hein. Ouais, OK, bon bah, voilà, allez la suivre si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle prépare. Ça a intérêt d'être bien, hein, parce que là, tu nous fais un petit teasing comme ça, moi je vais suivre aussi, hein. roulement de tambour, mais ouais, grosse annonce. OK. Hem, Intéressant, et du coup, on arrive un petit peu justement à la partie, digitale, automatisation, tu m'en avais parlé un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi justement tu arrives à automatiser la production? Qu'est-ce que tu mets en place, de ce côté-là? Alors, c'est très souvent lié au tableau de bord. D'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, souvent on a des patrons qui pilotent à vue et mon objectif, ça va être de remettre du clair là où il y a beaucoup de brouillard. Sauf qu'il faut pas qu'on y passe, 3 heures pour faire, 10 minutes d'analyse. Le but, c'est d'inverser la tendance, c'est d'y passer 10 minutes de prod et plus de temps dans l'analyse et dans les décisions stratégiques évidemment, parce que c'est la finalité. Et donc je vais essayer d'automatiser la récolte des données dans les différents outils pour fabriquer des indicateurs et que le patron, il ait plus qu'à appuyer sur un bouton pour avoir, une cellule de pilotage, on va dire. Et donc il va avoir les indicateurs clés qui lui disent à peu près où il en est dans son business, sur la partie financière, essentiellement. Même si on peut intégrer, des datas commerciales et cetera, enfin tout est possible, hein, avec l'automatisation. Bien sûr. Et donc soit je viens me connecter à ces outils existants, donc je peux me connecter à du Penny Lane, du Qualytics, enfin voilà, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui prévoient des ponts entre Power BI et la bécane, quoi. Ou alors on peut travailler avec des fichiers sources Excel, enfin voilà, tout est possible. Mais le but, c'est d'aller se connecter pour que ça soit automatique et que ça nous demande le moins de temps possible. Et du coup, moi, je peux concentrer ma valeur ajoutée vraiment sur la partie analyse et prise de décision. Voilà. Après, on peut aussi automatiser certaines tâches qui vont être plus liées à l'administratif. Donc, on a une secrétaire qui est complètement sous l'eau parce qu'elle gère 100 mails par jour, qu'elle reroute par Michel, Paul, Jacques, et cetera. Ça, on peut venir l'automatiser avec du Make, du Zapier, et cetera. Et donc, c'est vrai que vu que moi, je fais le nez dedans, je vois très vite ce qui peut être automatisé, où est-ce qu'on peut gagner du temps et permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des choses plus intéressantes. OK, du coup, tu accompagnes Voilà. aussi les entreprises sur la partie automatisation AI pour tout ce qui est email, ou juste vraiment toi, tu automatises ton propre business? Non, j'accompagne aussi les autres entreprises à automatiser ce qui peut l'être, mais je me concentre vraiment sur la partie administrative OK, et financière. OK, et du coup, comment le digital a un peu changé ton métier, toi? On va dire avec Bah, l'évolution, je pense que tu as pu voir l'évolution depuis le nombre d'années que tu es dans le métier. Comment tu as pu voir un peu l'évolution et comment ça change un peu ton quotidien et tout ça? et puis j'ai 31 ans, hein, j'ai pas 20 ans de recul. Non, mais ça fait 11 ans, 10-11 ans, on va dire, que je suis vraiment en gestion financière.
Donc c'est vrai que ça fait quand même une décennie. Aïe. Il a dit, hein. Mais ouais, en une dizaine d'années, je pense que ce qui a beaucoup bouleversé la fonction, c'est tous les outils qui sont apparus. Alors il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, hein, on va être d'accord. On est non. Mais, on citera pas les mauvais. Mais ça aide beaucoup parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ça permet de moins passer de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, donc de la saisie typiquement, et donc de se concentrer vraiment plus sur ce qui est important. Et donc c'est ça que c'est tous les outils, franchement Penny Lane, c'est un très bon exemple et je le cite parce que tout le monde le connaît. Mais ces outils-là, ça a permis de faire gagner un temps précieux sur des choses qu'emmerdait tout le monde. Parce que franchement, ça intéresse personne, d'aller faire des saisies de factures. Enfin, c'est des tâches qui sont rébarbatives et cetera, et la plupart des collaborateurs, ils préfèrent avoir des tâches avec plus de valeur ajoutée. C'est plus valorisant, je pense. Et donc c'est ça, je pense, ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est la transformation, les outils, surtout aussi sur le pilotage de trésorerie, par exemple. Ou enfin, combien de fois j'arrive dans une entreprise et on peut avoir des fichiers Excel où tout est saisi à la mano? Quel enfer! Surtout sur Excel, enfin, tu peux tout enfin, tu pas besoin de le faire à la main, quoi, c'est le principe, mais ouais. Mais il faut intégrer l'extraction, donc il faut aller faire l'extraction sur sa petite application bancaire, faut faire l'extraction, l'intégrer, taguer les dépenses, parce que automatiser le tag sur Excel, c'est faisable, mais c'est pas si facile, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est clair. Et après, faut faire le rapport à la mano, et cetera. Enfin, il y a des gens qui passaient des journées là-dessus. Et il y en a encore, hein, j'en vois encore. Et du coup, ces petites applis là pour faire du suivi de enfin de trésorerie, ça nous change la vie, clairement. OK. Comment tu vois un peu l'évolution dans 2-3 ans de ton métier, dans le bâtiment? Comment tu la vois évoluer? Bah 2-3 ans, c'est pas si loin, c'est demain. 5-10 alors? Non, 2-3, trop tard. Je pense qu'on aura réussi à se battre contre tous les fichiers Excel inutiles. Dans 2-3 ans, tu penses? Bah, dans 10 du coup. Non, Ah dans ouais, 2-3 ans, j'espère qu'on aura élagué beaucoup. Hem, je dis bien fichiers Excel inutiles parce qu'il y a des fichiers Excel qui sont utiles. Je bien suis sûr. très à l'aise avec ça. Mais, ouais, je pense qu'on aura réussi à supprimer une grosse partie des fichiers Excel inutiles pour aller bazarder ça sur des, suivichantier.com, des Zenfirst, des Figure, des outils qui permettent de cadrer tout ça, quoi. Je pense que ça va être ça la grosse évolution. Et du coup, les DAF et les contrôleurs de gestion vont beaucoup plus se positionner sur une posture de coach et de business partner parce qu'ils auront plus de temps à allouer sur cette casquette-là. Et moins sur la partie, prod, on va dire. Ouais. Très bien. On arrive du coup un peu à la petite activité. Je vais donner 3 situations et on va voir si tu es une bonne DAF. Oh! On va voir qu'est-ce que tu pourrais apporter à une entreprise. On va dire c'est des situations assez courantes. Au moins ça pourra peut-être leur permettre de se projeter, savoir qu'est-ce que tu pourrais faire et aussi peut-être d'avoir des idées. La première situation, très classique, l'entreprise termine un gros chantier, mais ça fait plus de 90 jours qu'ils attendent pour être payés. Comment ils peuvent manager ça? Ils attendent. Là, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Ils t'appellent, ils disent: «Mélanie, franchement, j'ai 100 000 €, ça fait 90 heures que j'attends mon paiement, qu'est-ce que je fais?» Et ben, déjà, la première question que je vais poser, c'est: est-ce que tu as déjà fait une relance? Est-ce que tu as déjà pris la peine de décrocher ton téléphone J'espère et oui. d'appeler la boîte? Tu serais surpris d'apprendre que 7 fois sur 10, la réponse, c'est non. Ah ouais? Pour autant, au bout de enfin, me dire ouais, ouais, oui, oui, bon, au final, je suis pas si surpris que ça, non. Tu vois? OK. Mais il y a beaucoup de boîtes qui ont peur de décrocher le téléphone pour relancer parce qu'ils ont peur de froisser la relation commerciale ou, ils ont pas le temps ou, enfin voilà, ils se trouvent toujours plein d'excuses pour procrastiner là-dessus. Mais des fois, ouais, c'est la première question, c'est: est-ce que tu as au moins pris le téléphone pour appeler? Parce que des fois, c'est des trucs tout cons qui bloquent. Il a Heu, appelé. Disons qu'il a appelé. il a appelé. 2e étape, on envoie un mail quand même. En fait, il y a des stades de relance. Souvent, on fait un appel. Quand on est très bon, on fait une pré-relance, mais on va pas en parler. Donc on appelle, on envoie un mail. Si ça passe pas, on fait une mise en demeure. Mais en vérité, sur ce genre de sujet, je pense que c'est bien de se faire accompagner par un cabinet de recouvrement et ça coûte pas si cher que ce qu'on pense. Je pense à Finao typiquement, qui est assez présent sur les réseaux en ce moment. Hem, Ils vont prendre la facture en main. Vous allez payer 100 €, ils vont prendre un petit pourcentage, mais en fait, le fait d'avoir le cachet d'un cabinet, ça fait un peu plus peur. Ça fait plus peur, ouais. Ouais, et donc souvent ça actionne très vite et on n'a pas besoin d'aller jusqu'au juridique, quoi. OK.
Donc on va dire relancer déjà, si vous relancez pas, passer un petit coup de fil, ça vaut rien, c'est un coup de fil Amical d'abord, bah oui. et derrière, potentiellement des stratégies de recouvrement si besoin avec des cabinets, parce qu'au final, oui, ils prennent un petit pourcentage, mais des fois ça peut faire quand même gagner beaucoup d'argent ou du temps surtout, pour beaucoup. OK, 2e situation, le dirigeant, il veut embaucher, il fait du chiffre d'affaires. Mais et ça, il a pas forcément de visibilité. Il y en a plein comme ça dans cette situation. Ils peuvent embaucher, ils ont un petit peu peur parce qu'on est en Mais on sait France. pas trop. Ouais, il est là, il dit: «Ah ouais, je peux» et là, j'en ai encore eu plein, des personnes qui font 600 000 700 000 € de chiffre d'affaires, qui ont pas de salariés. Sur le principe, parce qu'ils sont dans cette situation entre 2. Est-ce que je prends un CDI? Parce que derrière, bah, s'il y a un problème, c'est compliqué, on va dire, tout ce qui voilà, on connaît l'administratif français et les procédures. Donc voilà, comment tu lui dirais pour qu'il ait plus de visibilité, qu'il prenne une décision? Bah, c'est vrai qu'une embauche, ça fait peur parce que en fait, le risque, c'est qu'il y a un creux d'activité et que, bah, il faille payer le gars quand même. Donc, le conseil que je donnerais, c'est, de faire en sorte de gagner en visibilité. Mais alors comment on fait pour gagner en visibilité? Bah, déjà, on essaie de voir ce qu'on a en carnet de commandes. Est-ce que j'ai du carnet sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Et si j'en ai, il faut le projeter. Donc comment on projette un carnet de commandes? Bah, c'est facile, on prend tous ces devis signés et on estime à peu près quand est-ce qu'on va les faire. Et déjà, ça nous permet de nous dire, «OK, je sais où je vais en termes de ça, je suis sûre que ça va rentrer», on va dire. OK, Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi analyser son taux de transformation. Un taux de transformation, c'est, pour 10 devis envoyés, j'en signe 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en signe 7, c'est que c'est pas assez cher. ah ouais, d'accord, hein, ça fait quand même bah, ça dépend d'où les clients viennent, on va dire, d'où les prospects viennent, Oui. mais ça commence à être un très gros taux. Mais du coup, avoir un taux de transformation qui est assez fiable, et ben, ça permet de savoir pour, la quantité de devis qu'on va envoyer, combien je vais réussir à transformer, dans l'année qui va venir. Donc c'est un deuxième critère de visibilité. Ensuite, on calcule ses charges fixes. Donc qu'est-ce qui tombe tous les mois même quand je bosse pas? Donc ça peut être des loyers, des assurances, des véhicules et cetera. Et donc on fait ce carnet de commandes, moins mes charges fixes et déjà ça nous donne un peu de visibilité pour savoir si on peut alourdir ces charges fixes. OK. Voilà, en fait, c'est avoir de la visibilité pour savoir si le mec, on va pouvoir le payer, quoi. Ouais, mais il faut leur dire, hein. Faut leur répéter et leur répéter et je pense que tu le fais tous les jours, hein. Des fois, C'est un c'est peu ça. important. C'est-à-dire chacun son métier, hein. Mais ouais, la visibilité, c'est super important, que ça soit sur l'acquisition, sur la finance, pour savoir si on peut engager. Au final, ils souvent ils peuvent engager, quoi. Ils peuvent prendre quelqu'un, ils peuvent prendre une personne. Après, bah, il y a toujours, ce risque, hein. De toute façon, dans n'importe quelle chose, il y a un risque qu'on prend. Mais OK. Dernière question, dernière, petite question, comment tu pourrais gérer ça? C'est le chantier dérape. Délai, coût, marge, tout qui va mal. Comment tu pourrais vite réagir côté finance? Alors déjà, si tout va mal, je vais chercher à comprendre, à qui incombe la responsabilité. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose du côté client qui a pas été cadré? Auquel cas, on va signer un avenant. Mais si c'est vraiment, sur la partie, exploitation, la partie opérationnelle qu'il y a un truc qui dérape, bah, franchement, là, c'est plus mon métier, mais c'est de l'opérationnel, c'est convoquer les équipes et essayer de comprendre. Faut communiquer. Est-ce que, j'ai mis 2 gars alors qu'il en aurait fallu 3 et du coup, ils galèrent à réaliser certaines tâches? Comme ça, on peut corriger très vite. Est-ce qu'il manque une bécane? Est-ce qu'on a mal chiffré? En fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on est en train de déraper, pour voir si soit on peut rectifier le tir ou soit, dans tous les cas, pouvoir avoir un retour d'expérience et éviter de reproduire des erreurs. C'est les conseils que je donnerais globalement et essayer de cadrer financièrement qu'est-ce qui peut être changé, mais pour ça, il faut avoir mis en place un suivi de chantier Et pour bon, savoir. bah, tiens, allez, vas-y, présente un petit peu toi ce que tu fais, comment tu peux accompagner les entreprises, s'il y en a qui sont encore là et qui sont intéressés. Moi, je pense que ça peut en intéresser plus d'un, si tu veux, voilà, leur dire où te trouver aussi, potentiellement, vas-y. Petit instant promotion, vas-y, fais Allez, bah, où me trouver sur LinkedIn, je pense que la plupart des gens, ils m'ont connue ici. Et puis c'était quoi la question? Comment je Et fais? bah, comment tu les accompagnes? Comment tu pourrais les aider s'ils souhaitent, voilà, s'ils souhaitent, on va dire, faire appel à tes services? Bah, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais disons que si on est sur une entreprise qui a envie de mettre en place un suivi de chantier, bah, le premier truc qu'on va mettre en place, c'est un outil, enfin je suis désolée, je rabâche toujours les mêmes choses, mais en fait, c'est anticipation, gagner Il en faut visibilité. il C'est faut toujours que tu pareil. on fait tous pareil, ça sur LinkedIn, ça dans chacun notre domaine, on rabâche, on redit la même chose 10 fois Mais par oui, jour, 15 fois par jour. C'est notre métier, quoi. bah, ouais, mais ça me dérange pas. Et puis, bon, on n'a pas le C'est choix. de la pédagogie. Mais alors, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui fait, 1 000 000 € de chiffre d'affaires. OK.
OK, il me dit: «Je pilote à vue, c'est la merde, viens m'aider. Le seul indicateur que j'ai, c'est mon solde bancaire et le bilan de l'expert comptable, mais l'année prochaine, quoi». Ouais. Donc on va essayer de recadrer tout ça. Déjà, on va mettre en place un outil de prévision de trésorerie. Si tu fais 1 000 000, un outil type, Zenfer, ça fera très bien l'affaire. Donc on va balancer son compte bancaire dedans, on va taguer les dépenses et on va essayer de projeter sur 3 mois, 6 mois, 1 an. À savoir que plus c'est loin, plus, moins c'est fiable, on va dire. Mais le but, c'est de cadrer au moins les trois prochains mois et les 6 prochains mois. Donc de savoir si je vais pouvoir payer mes gars, mes charges fixes et éventuellement si je vais pouvoir investir ou prendre d'autres décisions stratégiques. Premier truc, toujours la trésorerie en premier parce que cash is king et qu'on peut être rentable à mort. Si à un moment donné, on peut plus payer, et ben, on va aller soit en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire. Il y a beaucoup de boîtes qui sont défaillantes alors qu'elles étaient rentables. Ça, c'est sûr. Ça paraît fou pour les non-sachants, mais c'est le cas. Donc premier truc, trésorerie. Ensuite, si c'est une boîte à 1 million, je vais mettre un outil pour suivre la rentabilité des chantiers. Donc, je parlais tout à l'heure de suivichantier.com. Une boîte à 1 million, c'est l'outil parfait et donc on va aller créer ces chantiers dans l'outil et D'accord. ça va nous permettre de suivre les temps par chantier. Donc combien mes gars, ils passent de temps sur chaque chantier. Ça va nous permettre aussi de suivre l'improductivité et on va aller ventiler tout ce qui est matériel, achat, bécane et cetera par chantier pour sortir une marge brute par affaire, en fait. Et c'est les 2 premiers trucs qu'on va faire ensemble. Et après, on va rentrer dans l'analyse structurelle de la boîte, on va faire des choses un peu plus compliquées, mais déjà, on commence par les basiques. Trésor, rente à chantier. OK. Et Voilà. ben voilà, si vous voulez la retrouver, je mets le lien en commentaire, allez voir son LinkedIn, Merci. ça peut être intéressant, je pense, ça peut en aider beaucoup et en sauver plus d'un. On arrive un petit peu à l'actu du jour, l'actu du moment. Pour le coup, j'ai vu un article hier, donc là, on peut pas faire plus neuf. Oh merde, j'espère que je l'ai vu. Et en plus, pour le coup, ça tombe bien parce que ça touche un petit peu, on va dire, à ton domaine, donc c'est quand même mieux que ce soit une actu, voilà, ça reste une actu assez précise. C'est en France, les délais de paiement entre entreprises ont atteint 14,1 jours au premier semestre 2025 contre 13,5 fin d'année 2024. Et j'ai vu une autre statistique aussi, c'est que moins de la moitié des entreprises payent leurs fournisseurs à l'heure. Et je voulais un petit peu ton avis dessus, parce qu'on sait que c'est quand même une énorme problématique aussi dans le bâtiment pour pas mal de choses et dans les entreprises en France en général. Donc je voulais avoir un petit peu ton avis sur ce sujet-là. Alors déjà, il faut souligner le fait qu'il y a un effet domino. C'est-à-dire que si le client final met trop de temps à payer l'entreprise générale, qui du coup met plus de temps à payer ses sous-traitants, qui du coup mettent plus de temps à payer leurs fournisseurs, c'est ça le schéma classique en fait. Donc déjà, je pense qu'il faut responsabiliser les clients finaux. Et des fois, les clients finaux, c'est l'État. Ah, Et c'est pas forcément toujours les bons payeurs. Il y a du mieux quand même, hein, avec tout ce qui est Chorus, et cetera. Mais, mais souvent les gens me disent: «Mais non, mais l'État paye toujours à l'heure parce qu'il y a Chorus». Oui d'accord, mais il faut déjà avoir mis la pièce dedans. Déjà, c'est pas toujours le sous-traitant, le fournisseur qui a les mains, contrairement à ce qu'on croit. Et après, il faut que ça soit validé. Enfin voilà, il y a tout un et donc, ouais, il y a l'effet domino et donc, moi je travaille avec parfois des gens qui sont pris au milieu de tout ça, en fait. Donc ils font la banque. Vraiment, on a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont un rôle de banque, mais qui encaissent pas d'intérêt pour ça. Donc leur client met 3 plombes à payer et eux, ils doivent payer leurs fournisseurs. Donc je comprends qu'à un moment donné, c'est pas bien ce que je vais dire, hein, on va m'attraper ma veste pour me dire ça, d'avoir dit ça, mais non. je comprends qu'à un moment donné, si tu encaisses pas, tu peux pas payer. Et donc ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait une entreprise sur 2, c'est énorme, qui ait des retards de paiement, c'est énorme. Et on parle pas que du bâtiment, là, on parle d'entreprise générale en France, hein, on parle de tout, Ouais, ouais, c'est tout, vraiment tout le global. secteur entrepreneurial. Non, c'est pour ça, quand j'ai vu ça hier sur un article de Le Monde, il me semble, je me suis dit: «Oh parfait, j'ai l'actu pour demain, ça va être» C'est pour moi. je me dis: «C'est vraiment parfait» parce que voilà, ça touche quand même beaucoup d'entreprises et donc bah, c'est vrai que c'est et comment tu réglerais ça, tiens? Parce que ça va être compliqué, hein, c'est un sujet, je pense, qu'il pourrait prendre un autre podcast d'1 heure. Comment tu arriverais à régler ça? Quelle solution tu mettrais en place, toi, on va dire, avec ta petite vision, à ta vision, on va dire, à ton échelle? Alors sur tout ce qui est encaissement client, il y a quand même, une petite palette d'armes à disposition des entrepreneurs. Alors déjà la première, c'est la garantie de paiement. D'accord? C'est d'exiger à la signature du contrat une garantie de paiement. Alors, je sais, dans les faits, c'est pas toujours aussi simple. Il y a plein d'artisans qui vont me dire que jamais ils vont aller oser réclamer ça. Mais ça existe, la garantie de paiement, ça peut quand même déjà sécuriser une bonne partie de la chose. Ensuite, c'est la négociation des paramètres financiers dès la signature du contrat ou du devis. Donc de négocier un acompte. Comme ça, s'il y a du retard derrière, bah, au moins on a sécurisé, au moins 30 de l'encaissement. C'est la deuxième chose. Ensuite, c'est d'avoir une procédure de recouvrement, comme on disait tout à l'heure. J'ai des créances clients, donc les créances clients, c'est ce que le client me doit. Il y a des créances non échues,
la facture n'est pas arrivée à terme et les créances échues, ça veut dire là vraiment le pognon, on me le doit et tout de suite. Et bah, qu'est-ce qu'on fait quand on me doit des sous? Et donc pré-relance, on décroche son téléphone, on envoie un mail, on envoie un courrier et cetera. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le troisième truc. Mais le petit, 3 bis, on va dire, c'est que pour avoir une procédure de recouvrement, il faut suivre ses créances. Oui, oui. Eh beh, oui, voilà. Mais oui, c'est 3 trucs et puis, bah, il faut savoir se montrer incisif, quoi et travailler avec les bonnes personnes. Ça, des fois, c'est le plus dur aussi, que ça soit sur du Mmh. produit particulier. Très bien, on change de sujet. Qu'est-ce qui t'anime toi dans ce rôle un peu? Au fond, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin, à travailler? Parce que voilà, au final, même si tu à ton compte, on C va dire, tu peux oui. travailler un peu quand tu veux. Si tu veux pas te lever, tu te lèves pas, hein, sur le principe. Mais bon, Bah, on me fait lever même le samedi maintenant pour tourner des ouais, podcasts. vous êtes loin de tout ça, hein? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? C'est marrant parce que quand j'ai postulé chez Eiffage, j'ai passé un entretien d'embauche. Enfin, j'en ai passé 4, hein, parce que c'est le parcours du combattant et le boss final, c'était le secrétaire général, Julien Leroy et à la fin de l'entretien, il m'a posé une question, il m'a dit: «Mélanie, c'est quoi ton ambition dans la vie?» Et je lui ai dit: «Mais moi, mon ambition dans la vie, c'est d'avoir envie de me lever le matin» et le pari est réussi. Et du coup, ce qui me donne envie de me lever le matin, je Bravo. crois que c'est le côté de mettre, de la clarté là où il y a du brouillard, en fait. Moi, mon papa, il avait monté une entreprise en 2014 avec mon oncle et il était très bon technicien. C'était un maçon, enfin, il travaille sur les chantiers depuis très longtemps. Il a été chef de chantier et cetera et ils ont monté une entreprise, donc ils avaient le savoir-faire, ils avaient le carnet de commandes, mais sur la partie gestion, ils y comprenaient rien, donc ils ne géraient rien et c'est ce qui a tué l'entreprise. Et donc moi, d'arriver dans une boîte et de prendre tout le brouillard qu'il y a dans le cerveau du patron, dans ses chiffres et cetera et d'arriver à mettre de la clarté et de lui redonner les armes dont il a besoin, bah, pour piloter sa boîte, bah, C'est ce qui t'anime? c'est ça, bah, carrément. OK, et du coup, quelles valeurs tu voudrais transmettre, aux personnes qui t'écoutent? Quelles sont un peu tes valeurs qui t'animent dans tes collaborations, dans ta vie en général? Alors là, je vais pas être très amusante, je pense que la valeur numéro un, c'est la valeur travail. Bah, ouais, pour réussir, il faut travailler. C'est fou, mais en 2025, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'oublient. T'en fais pas, je pensais que je pouvais travailler des heures par jour à Bali, bon, Beh, ouais. malheureusement, je ne suis pas à Bali. Ils font moins beau là actuellement. Pareil. Mais ouais, le travail et puis la loyauté aussi. Je suis quand même dans un métier où, bah, je suis soumise à des informations confidentielles, et de dire au patron, «Écoute, je suis là quand ça va, mais je serai aussi là quand ça ira pas». C'est hyper important et voilà, travail et loyauté, on est bien. Très bien, et du coup, petite question moi qui m'anime aussi particulièrement parce que je suis assez jeune, on va dire. Si un jeune ou une jeune femme t'écoute et veut s'orienter vers ton métier ou vers le bâtiment en général, qu'est-ce que tu lui dirais? Vers mon métier ou le bâtiment en général, c'est pas pareil, hein. Commençons par ton métier alors quand même, ça c'est tout. Alors, par mon métier, bah, ose déjà, si tu veux être DAF externalisé à ton compte, hein. Je parle pas de DAF en général, mais ose. Tu as sûrement toutes les cartes en main pour te mettre à ton compte et le reste, tu vas l'apprendre en marchant. Alors, saute dans le grand bain et puis tu apprendras à nager, comme tout le monde. C'est quoi un peu le conseil que tu as reçu au long de toute ta carrière, on va dire? Tu sais, on a toujours une phrase qui nous a marqué par un mentor ou par une personne qui t'a inspiré ou autre. C'est ose. En fait, c'est pour ça C'est là? Non, mais que c'est je le bon, répète. je Ouais, ouais, clairement, c'est ose. c'était ose? Bah, c'est le premier pas, en fait. Le plus dur. Et c'est accepter d'être nul, en fait. Parce qu'en fait, pourquoi on n'ose pas? C'est parce qu'on a peur d'être mauvais. Bah, ose, accepte de commencer au niveau 0 et après de passer au niveau 1, 2, 3. Si tu veux aller au niveau 10, faut accepter de passer par le niveau 0. Ça, c'est vrai. Donc vas-y. Et puis en plus, je peux même rebondir, c'est qu'on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui se comparent au niveau 10 de quelqu'un, alors que toi, tu es à ton niveau 1. Et le Oui, niveau 10 d'une personne, bah, peut-être elle a plus d'expérience, peut-être ça fait 10 ans qu'elle est dans le métier, qu'elle travaille 10 heures par jour ou des choses qu'on peut pas maîtriser. Donc ouais. compare-toi, on va dire, à ton toi d'hier, je pense. Déjà, ouais. Motive-toi avec un ami, on va dire, si tu commences en même temps pour te pousser vers le haut. Mais je pense que c'est super important et je l'ai fait aussi, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je me suis souvent comparé au niveau 10 d'une personne, au niveau 15. «Ah mais pourquoi lui il arrive à faire ça?» Et au final, je me suis dit: «Mais attends, recentre-toi, je suis jeune, j'ai commencé, on va dire, j'ai pas 10 ans d'expérience». Enfin voilà, faut reprendre un petit peu où on en est et puis après au final, tu te rends compte que tu as fait un beau parcours, quoi. Bah oui, et puis il faut avoir conscience qu'il y a des problèmes à tous les niveaux et que c'est juste des problèmes qui changent. Donc choisis les problèmes que tu as envie de gérer. De toute façon, c'est que de la gestion de problèmes derrière, au fur et à mesure, tu te rends compte. Chaque Exactement. jour, tu te lèves et tu dis: «Quel problème je vais avoir aujourd'hui? Ah, là c'est Mmh. ça, là c'est ça». Puis après tu prends goût, de toute façon, tu plus le choix. Si tu veux être à ton compte, tu pas trop le choix de le gérer donc très bien. Dernière question,
Elle nous vient de l'invité précédent, Youssef. La question, c'était du coup, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que font encore 90% des boîtes dans le bâtiment? Sur la partie financière, j'imagine? Il a pas précisé. Ah! Ah! Pour le coup, il a pas précisé. Ah! Elle est dure celle-là. Merci Youssef pour le cadeau. Youssef. Tu aurais pu me prévenir. Hem, je pense que c'est un des problèmes qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de croire qu'on peut faire, 5 000 000 avec les mêmes armes qu'on peut faire 1 million. Je dis 5 et 1, c'est vrai pour toutes les on fait pas 2 millions avec les mêmes armes qu'on fait 500 000 et c'est vrai sur la partie financière, mais c'est aussi c'est vrai sur la partie management, mindset, tout, en fait. C'est qu'il faut savoir être résilient pour faire évoluer la boîte en même temps qu'elle grossit et je pense que c'est l'erreur que je vois le plus. OK, super pertinent. Bah, du coup, maintenant, c'est à toi de poser, ta prochaine question. L'invité sera Charles, qui a une belle entreprise, en Normandie. Donc voilà, si tu veux lui poser une petite question, normalement, il répondra demain, si tout va bien. OK et ben, la question c'est: quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans? Très belle question. Bonne question, ouais. Je vais pas lui dire, hein, parce qu'il préparait déjà les questions, je vais pas lui dire, comme ça, c'est un petit peu il va Même punition. ouais, il va transpirer un petit peu, ça va être cool. Bon, bah, écoute, merci du coup beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant de pouvoir découvrir un peu ton métier, le rôle financier. En plus, c'était quelque chose que je connaissais pas forcément, vraiment, dans le bâtiment, mais vraiment sur notre partie. Donc c'était vraiment, vraiment super inspirant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir te contacter s'ils le souhaitent. Ton lien LinkedIn sera en commentaire, Calendly, enfin tous tes liens seront en commentaire. Je te laisse le mot de la fin. Fais-toi plaisir. Là, c'est le moment, là, faut pas transpirer, je te laisse le mot de la fin. Ben merci pour l'invitation, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je suis jamais radine, sur les conseils et les échanges. Merci à vous et puis à bientôt dans la voie du BTP.